Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement. Il vise à protéger et à améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Le droit de l'environnement est-il en régression en France ? Affaiblissement de la loi littorale, réduction du périmètre des projets soumis à études d'impact, simplification des normes de construction. Plusieurs textes attisent des craintes en ce sens. Pour en parler, je reçois aujourd'hui deux avocats spécialisés dans le droit de l'environnement. Sébastien Mabille, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi maître de conférences à Sciences Po Paris et président de la commission droit et politique environnementale du Comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et face à vous, Arnaud Gossement, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi enseignant à l'Université Paris 1 à la Sorbonne et gérant du cabinet Gossement Avocat. Le 23 juin 2016, l'Assemblée nationale a adopté le principe de non-régression du droit de l'environnement dans le projet de loi sur la biodiversité, un principe novateur censé empêcher les reculs dans la protection de l'environnement. Pour autant, sommes-nous prémunis de régression ? Pas si sûr, je vous propose d'écouter l'avocat Louis Cofflard. On peut effectivement identifier une régression à la fois de la pratique du droit de l'environnement qu'on constate et également dans certains textes, donc clairement dans les textes juridiques qui produisent des effets de droit. Alors sur par exemple le climat, on a des décisions récentes qui vont dans un sens qui est totalement contraire à celui des accords de Paris. Je pense notamment à la décision de reconversion du site de la Mède en bioraffinerie, donc qui autorise le doublement du volume des importations en matière d'huile de palme, ou récemment l'autorisation de forage accordée à Total pour faire des recherches de pétrole au large de la Guyane, qui sont des décisions qui ne vont pas dans le sens des accords de Paris. Deuxièmement, sur la qualité de l'air par exemple, dans la pratique, les Amis de la Terre France ont obtenu une victoire importante et ont fait condamner le gouvernement à refaire tous ces plans qui visent à remédier aux problèmes de qualité de l'air. Cette décision n'est absolument pas respectée, à tel point que la Commission européenne a décidé d'assigner la France devant la Cour de justice de l'Union européenne, puisque les feuilles de route que le gouvernement a envoyées à la place des plans qu'il devait faire sont vraiment insatisfaisants. Maintenant, on identifie également des régressions dans les textes du droit de l'environnement, notamment si on prend l'exemple du dialogue environnemental, qui est un élément très important du droit de l'environnement. En réalité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le public ne peut absolument pas peser sur les décisions qui sont finalement prises et qui ont un impact sur l'environnement. On peut reprendre l'exemple de l'autorisation accordée à Total. Vous avez plus de 7000 autorisations défavorables à ce projet et pour autant la décision est accordée. Donc ça veut bien dire que le public ne peut pas décider, ne peut pas peser sur les décisions qui passent sur l'environnement malgré le fait qu'il soit effectivement un peu mieux consulté qu'auparavant. Si on prend l'urbanisme par exemple, il y a la loi Elan qui vient d'être adoptée et qui limite considérablement le droit au recours dirigé contre les permis de construire, alors même que l'étude d'impact identifie que seulement 25% de 1,6% des autorisations d'urbanisme sont attaquées. On peut citer un autre exemple avec le décret relatif à l'expérimentation sur le droit de l'environnement. C'est un décret donc, du 29 décembre 2017 et qui autorise les préfets de 2 régions et de 4 départements à déroger à l'ensemble des règles du droit de l'environnement pour améliorer les délais ou pour faciliter l'accès à certaines aides publiques. Et ça ne va ni dans le sens d'une protection de l'environnement puisqu'on peut y déroger, et ça ne va pas non plus dans le sens d'une sécurité des autorisations environnementales dont peuvent demander légitimement les bénéficiaires, puisque ces autorisations reposent sur des bases expérimentales très critiquables plus certainement. Alors nous venons d'écouter donc un de vos confrères, Louis Cofflard, avocat, membre de l'Association des Amis de la Terre. Sébastien Mabille, est-ce que vous partagez l'analyse de Louis Cofflard ? Je pense qu'il y a 2 problèmes majeurs, qui est celui de la cohérence des politiques environnementales et des différentes politiques publiques, et d'autre part un problème d'effectivité. Je pense que parler de régression massive du droit de l'environnement, comme le caricaturent en revanche certaines écologistes, je pense que c'est exagéré. Si on veut parler de régression, il faut voir de l'autre côté de l'Atlantique, voir la politique que mène le président Trump aux États-Unis, où là on est dans une véritable politique de régression des normes environnementales. On va voir également ce que fera le nouveau président élu brésilien, et notamment très inquiétant sur ce plan-là. En France, on est plus sur, à mon sens, sur un problème de cohérence des différentes politiques publiques avec les différents traités, les différentes conventions, les objectifs internationaux sur lesquels la France doit s'aligner, et un problème d'effectivité, c'est-à-dire d'application des normes déjà existantes.
Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas face à une régression du droit en lui-même, mais on est face à une régression de son application. Alors, on a des régressions de ci, de là, et c'est pour ça que je continue à soutenir l'inscription du principe de non-régression au sein de la Constitution, de façon à lui conférer une valeur constitutionnelle et qui s'impose au législateur, et non pas seulement une valeur législative, comme aujourd'hui, qui s'impose uniquement au pouvoir réglementaire. Donc ça, je pense que c'est important aussi pour se prémunir des politiques populistes, comme on peut voir aux États-Unis aujourd'hui, au Brésil demain, qui sont susceptibles de nous affecter. Mais ce qui est plus important, la priorité selon moi, c'est déjà d'appliquer les normes existantes et peut-être de changer de paradigme, puisque le combat des écologistes jusqu'à présent a été finalement de considérer que les succès dépendaient du niveau de normes qui était atteint, sans se préoccuper finalement de la mise en œuvre, de l'effectivité, de l'application des normes ensuite. Des normes qui existaient déjà. Donc on a quand même plusieurs, Arnaud Gosselin, plusieurs textes, plusieurs réglementations qui ont été énumérées par Louis Cofflard comme étant justement des signes de régression. Vous partagez aussi cette analyse ? Alors non, je ne partage pas cette analyse, parce que parler de régression aujourd'hui voudrait dire qu'il y aurait eu un âge d'or du droit de l'environnement. Ce n'est pas le cas. Quand on regarde de là où on vient et là où on en est aujourd'hui, au contraire, on peut se dire qu'on a fait beaucoup de chemin et qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on entend par régression. Est-ce que si par régression vous entendez, est-ce qu'il y a une volonté des auteurs de la norme de moins protéger l'environnement ? Lorsqu'on simplifie la loi littorale, est-ce qu'on est dans la régression ? Alors, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, si vous me permettez. Est-ce qu'on est dans la régression sur ce texte-là ou ce projet de texte-là ? Oui. Mais je parlais du droit de l'environnement en général. Il faut avoir une vision générale du droit de l'environnement. Je ne pense pas que le droit de l'environnement, de manière générale, régresse par rapport à un âge d'or qui n'a pas existé. Et je pense que la loi littorale, si vous regardez ce qui se passait avant même le vote de la loi littorale dans les années 80, c'était quand même une situation absolument cauchemardesque. Donc il faut voir d'où l'on vient et où l'on va. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait de régression. Même si ici ou là, évidemment, il y a des points de vigilance. Par exemple, le tripatouillage de la nomenclature des installations classées. Le Conseil d'État lui-même a estimé qu'il y avait une violation du principe de non-régression. Par contre, si par régression, tout à l'heure vous disiez, est-ce que les textes eux-mêmes sont victimes d'une régression ? C'est-à-dire, est-ce que la qualité du droit de l'environnement régresse ? Est-ce que le droit de l'environnement est de moins en moins bien écrit ? Est-ce qu'il est de plus en plus bavard ? Est-ce que dedans on y met des slogans politiques qui n'ont même pas vocation à s'appliquer ? Réponse oui. Ça me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est effectivement le fait que ce droit, comme d'autres droits, est devenu une sorte d'instrument politique pour faire passer des messages et non plus pour faire du droit. Et de ce fait-là, effectivement, on se retrouve avec des lois complètement bavardes ou des textes qui ne sont plus applicables. Prenons un exemple concret, le droit des déchets. Le droit des déchets, si vous regardez les objectifs du droit des déchets, ils sont en constante évolution dans le bon sens. De plus en plus, on incite à recycler, on incite à ne plus enfouir, à ne plus incinérer, etc., etc. Ça va dans le bon sens en termes de protection de l'environnement. Sauf que vous avez des textes qui sont tellement compliqués que vous avez des acteurs économiques qui, de toute bonne foi, ne savent pas quoi appliquer et quoi faire. Je ne parle même pas des citoyens qui ont du mal à trier, mais également des entreprises qui ont du mal à savoir si oui ou non leurs produits relèvent ou pas de la responsabilité élargie du producteur. Donc on a un problème de qualité du droit qui, lui, est un vrai problème. Là, je parlais des textes de portée générale. Et après, ce que dit mon confrère, c'est qu'il parle de décisions individuelles, cas par cas. Effectivement, dans tel et tel dossier, vous avez des décisions qui sont des décisions regrettables. Effectivement, il a raison. L'autorisation de la raffinerie de la Mède est une aberration économique, scientifique, écologique. Mais pour autant, est-ce qu'à partir de ce cas particulier, j'en déduis que tout le droit de l'environnement... Il y en a plusieurs quand même des cas. Moi, j'en ai une sacrée liste ici. Ce sont de le mauvaises gouvernement décisions. qui veut supprimer l'enquête publique pour certains projets agricoles. Vous avez cité donc les installations classées. On a la loi Elan donc, qui comporte plusieurs volets qui vise à assouplir des normes de construction, d'urbanisation. On a parlé donc de la crainte sur la loi littorale. Tout cela, c'est des exceptions, Sébastien Mabille Effectivement, enfin, il y a un certain nombre d'exceptions qui, à force de faire d'exceptions, on en vient à faire une norme. Après, il ne faut pas non plus balayer, mettre de côté les progrès, y compris par l'actuelle majorité, qui sont mis en place et les gains qu'on a en matière de politique. Et vous, dans votre métier d'avocat, est-ce que vous constatez de plus en plus, vous avez de plus en plus de cas à porter en justice, justement, de régression environnementale ? Effectivement, on a du travail, mais j'allais dire, c'est peut-être aussi ça le problème. C'est que, comme le disait mon confrère Arnaud Gosselin, on a un droit de l'environnement qui devient un droit obèse. On parle souvent de l'obésité du Code du travail. On pourrait un petit peu reprendre les mêmes arguments pour le Code de l'environnement. On a un droit qui est de plus en plus technique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un certain nombre d'industriels, de professionnels qui ne sont même pas en mesure
de savoir s'ils appliquent conforme, si leur activité est conforme ou pas à la réglementation, puisqu'il faut se référer à une loi qui va renvoyer un décret. Donc c'est très opaque, c'est très illisible. C'est un droit de technicien, c'est un droit d'ingénieur qui allie à la fois le droit, la science et la technique, qui est un droit de plus en plus complexe et pour lesquels on est face à... On a des avocats, du coup, qui sont eux-mêmes de plus en plus spécialisés, mais on est face dans le contentieux, face à des juges qui, eux, sont insuffisamment formés, insuffisamment spécialisés, insuffisamment conscients des enjeux. Et ça a quoi pour conséquence, ça ? On a l'essentiel des procédures qui sont classées sans suite, les procédures pénales, le reste qui font l'objet de procédures alternatives, la composition pénale qui est majoritaire, et ceux qui vont à l'audience, qui font l'objet de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, avec un taux de relax de 30%, parce qu'on a des dossiers qui sont mal ficelés, des enquêtes qui sont mal faites, parce qu'on a des parquets qui ne sont pas spécialisés, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas suffisamment conscients des enjeux, qui ne sont pas assistés de scientifiques qui sont susceptibles de les éclairer sur tel ou tel aspect. Et finalement, on a des dossiers qui arrivent à l'audience, qui sont mal défendus par des procureurs qui sont peu formés et qui eux-mêmes sont face à des avocats qui sont très spécialisés et qui font bien leur travail. Et donc du coup, on a un taux de relax, par exemple en matière pénale environnementale, de 30%, alors qu'il est de 6% en matière de délinquance générale. Donc simplifier le droit, ça va permettre de mieux défendre des cas de régression environnementale ? C'est fondamental. C'est vrai que pour les écologistes, bien souvent, dire simplifier égale régresser. Je suis totalement désaccord avec cette chose-là. Je pense qu'on devrait avoir moins de droits, mieux écrits, moins bavards. Et du coup, ce qui serait existant en droit s'appliquerait mieux et serait plus efficace. Vous avez un grand nombre d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas envie de violer le droit de l'environnement, qui n'ont pas envie de polluer la planète, mais qui se retrouvent dans des situations où objectivement le droit est tellement complexe qu'elles peuvent par exemple tout simplement ne pas le connaître ou ne pas pouvoir le connaître. Lorsque le législateur écrit des lois, il écrit des lois pour de grandes sociétés avec des services juridiques très très fournis. Seulement, tout le monde n'a pas les services juridiques d'un Suez ou d'un Veolia. Aujourd'hui, l'essentiel du tissu économique, ce sont des TPE-PME, et ces entreprises-là n'ont pas l'accès à l'expertise juridique. Parce que ce que vous disiez est très juste. Aujourd'hui, de plus en plus, les juristes en droit de l'environnement, avocats ou juristes, sont des juristes de plus en plus spécialisés, experts de leur domaine. J'en sais quelque chose, on est spécialisé. On ne pourrait pas faire cette matière-là et d'autres matières-là, parce qu'elle nous prend déjà tout notre temps. Et déjà, à notre niveau, je ne suis même pas certain qu'on suive tous les aspects du droit de l'environnement, tellement ils sont nombreux, tellement ils sont complexes, et tellement tous les jours on a de nouvelles règles au journal officiel. Donc on a un problème d'accès au droit par des acteurs économiques, mais pas que, par des citoyens, par des élus qui n'ont pas la possibilité de maîtriser cette matière. Et effectivement, parfois, des règles de droit sont mises de côté, sont ignorées, pas par volonté de nuire, mais parce que tout simplement, il n'y a plus cet accès au droit. Ça, c'est vraiment une urgence absolue. Après, il y a un deuxième problème, c'est qu'il faut arrêter de voter des nouvelles lois et se donner les moyens d'appliquer l'existant. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est fondamental. Aujourd'hui, effectivement, il y a un problème de moyens. Ça, il y a une régression sur les moyens de l'administration. Ce n'est pas la mode de le dire, mais oui, il nous faut des fonctionnaires. C'est indispensable, notamment dans l'inspection des installations classées. On a un déficit d'effectifs et vous avez des installations classées qui sont visitées tous les 10 ans. Et ce n'est pas au bénéfice de l'industriel qui, lui, a besoin d'un dialogue, d'un conseil de la part de l'administration. Il se retrouve dans la nature et puis tout d'un coup, il se trouve qu'il y a une association qui va passer, qui, elle, va faire son travail et il va se retrouver devant un juge complètement démuni. Ça, ce sont des choses qui sont assez fréquentes. Donc il y a les moyens de l'administration. Et puis ensuite, il faut donner les moyens aux acteurs économiques qui souhaitent faire. C'est la fiscalité écologique, c'est le fait d'encourager les entreprises qui veulent s'y mettre. Je ne suis pas tout à fait d'accord aussi sur les problèmes d'expérimentation, de dérogation. Ça peut être intéressant aussi de temps en temps de dire à une entreprise, voilà l'objectif, est-ce que vous êtes capable de faire mieux que l'outil que nous avons prévu dans la loi ? Pourquoi pas ? Si c'est sous le contrôle de l'administration et du juge, on peut expérimenter, on peut faire des choses innovantes, pourquoi pas le faire ? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème de moyens pour appliquer concrètement le droit de l'environnement. Puis, dernier point sur la justice. Oui, bien sûr, à titre personnel, je pense que le droit pénal n'est pas la bonne solution pour faire progresser le droit de l'environnement. C'est un débat entre avocats. Mais malgré tout, il y a des infractions pénales, il faut les poursuivre. Et là, c'est complètement délirant. Vous voyez effectivement des procureurs qui vous disent « nous n'avons même pas un code de l'environnement dans l'enceinte de la juridiction ». Alors justement, vous parlez donc de faire progresser le droit de l'environnement. Est-ce que l'adoption de ce principe de non-régression fait progresser le droit de l'environnement, Sébastien Mabille ? Ce principe serait une bonne étape pour éviter, dans mon idée, c'est vraiment se prémunir
d'un gouvernement populiste qui ferait table rase de tout ce qu'on a construit depuis 40 ans. Voilà, c'est vraiment ça la... Mais est-ce que c'est aussi un moyen de plus en plus utilisé pour justement contrecarrer des reculs Alors le principe de non-régression est rentré dans la loi, il s'applique au pouvoir réglementaire, il a déjà commencé à produire ses effets sur un certain nombre de décisions, les juridictions administratives l'appliquent et le Conseil d'État en a donné une illustration et l'applique bien, donc ça c'est un principe, mais néanmoins je pense qu'il faut passer d'un droit finalement de normes à un droit d'objectif. Il faut se réfléchir en termes d'objectifs et que le droit de l'environnement sorte finalement du champ des techniciens dans lequel on l'a mis. Je prends un exemple. Le Parlement discute actuellement le projet de loi sur la programmation de la justice, qui est une loi fondamentale. Il n'y a rien sur la justice environnementale. Il n'y a pas un mot dans cette loi. Il faut, plutôt que de cesser, plutôt que tous les 3 ou 5 ans, faire un grand texte sur l'environnement, sur la biodiversité, sur l'énergie, que dans tous les textes de la loi, on ait cette exigence de faire progresser le droit de l'environnement, de faire progresser la qualité de l'environnement, parce que finalement l'objectif c'est pas de faire progresser le droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de faire progresser la protection, la protection, le Mais niveau ce de principe protection. justement de non-régression, c'est ce qu'il impose. Est-ce qu'il interdit ipso facto la régression? Alors ce principe que je défends pourtant, mais a quand même un défaut, c'est-à-dire qu'il définit le niveau de qualité de l'environnement, le niveau de protection de l'environnement par rapport au niveau des normes, voilà, des normes réglementaires ou législatives. Et je pense qu'il faut dépasser ça pour vraiment s'inscrire dans un objectif de protection de la biodiversité, de la qualité de l'air. Donc ça veut dire qu'il n'intervient pas sur le champ d'application du droit. On est dans une forme d'interdiction de régresser sur l'écriture, mais par contre, ce principe de non-régression ne va pas encadrer l'application du droit? Non. Alors, je pense que si. Je pense que si on regarde vraiment le premier arrêt du Conseil d'État qui a été rendu en décembre dernier, je pense effectivement que le principe de non-régression a pour but... On peut revenir sur cet arrêt? Vous parlez de l'évaluation environnementale Oui, c'est ça, effectivement. Le Conseil d'État a pu considérer, enfin même juger, qu'un texte était illégal en ce sens qu'il faisait échapper à une obligation d'évaluation environnementale pour simplifier l'autorisation de certaines activités industrielles qui avant étaient soumises à cet objectif d'évaluation. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que nous dit le Conseil d'État, c'est que le principe de non-régression a à voir avec l'évaluation. Pour moi, le principe de non-régression, c'est juste l'obligation de réaliser des études d'impact avant de voter de nouvelles normes. Avant de voter de nouvelles normes, qu'on s'interroge sur l'intérêt de la norme, ses conséquences positives et négatives, économiques, techniques, scientifiques, écologiques, qu'on s'interroge. Ça va permettre d'ailleurs de ralentir la production de normes, de se poser, de débattre sur ce qu'on attend de cette nouvelle norme et de lui donner un contenu. Parce que quand on est juriste, l'un des problèmes, c'est d'avoir de plus en plus de textes qui sont tellement rapidement élaborés qu'on ne sait pas quelle était l'intention de l'auteur du texte. Vous avez de plus en plus de textes qui sont votés dans des lois ou des ordonnances, et on ne sait pas ce qu'a voulu le législateur ou l'auteur de l'ordonnance. Ça, c'est un vrai souci. Donc le principe de non-régression permet de se poser, permet de faire de l'évaluation, et je trouvais intéressant de le mettre dans la Constitution parce qu'effectivement, ça aurait permis, 1, au législateur de réfléchir, et 2, au Conseil constitutionnel, avant même l'application de la loi, de se poser de la question de la non-régression. Donc c'était intéressant de le mettre, mais vous voyez, ce principe est intéressant par le contexte dans lequel il intervient. Il s'agissait d'une révision de la Constitution qui a été voulue par Emmanuel Macron. L'idée, c'était de faire en sorte que la France prouve au monde entier qu'elle était leader en matière climatique au moment où Donald Trump, effectivement, lui, régresse Quitter complètement. l'accord de Paris, oui. Et donc, on a commencé à faire de la politique. Et là, j'étais en désaccord fondamental avec un certain nombre d'écologistes qui voulaient effectivement mettre des slogans. C'est-à-dire que à l'article 1er de la Constitution, on aurait mis des termes qui étaient déjà dans la Constitution, mais dans la Charte de l'environnement. Plutôt que d'appliquer l'existant, plutôt que de se demander pourquoi cette charte n'est pas plus appliquée, on proposait de rajouter à nouveau des mots, parfois même moins ambitieux que ceux existants, alors qu'effectivement, s'il fallait rajouter quelque chose de nouveau dans la Constitution, c'était pas le fait que la République soit écologique ou je sais pas quoi, c'était effectivement le fait de mettre ce principe de non-régression, parce que là, on donnait un outil de travail au juge qui, lui, était très concret, comme les travaux du professeur Michel Prieur le démontrent déjà. Sébastien Mabille, vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, je suis globalement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner des lignes. Et la ligne, c'est celle d'être le principe de non-régression, d'ailleurs, qui porte mal son nom, puisque c'est vraiment un objectif de progression constante. Il faut que l'environnement
passe à un niveau supérieur, puisque finalement c'est quelque chose d'éminemment transversal et qui conditionne, on le sait aujourd'hui, de plus en plus la survie de notre espèce et le maintien de notre modèle de société démocratique, donc c'est quelque chose d'essentiel, qui passe à un niveau supérieur. Et il y avait l'idée d'avoir un Premier ministre, un vice-premier ministre chargé de l'environnement, ou confier ces problématiques au Premier ministre, et que finalement les questions d'environnement infusent partout de manière transversale dans tous les textes. Je prends l'exemple de la justice, c'est qu'un exemple. Mais dans tous les textes, il faut qu'on parle d'environnement aujourd'hui, d'écologie, et qu'ensuite, on ait uniquement un vice-premier ministre ou un premier ministre qui fasse des arbitrages en faveur de l'écologie sur la base des objectifs qu'on poursuit, à la fois les objectifs internationaux, les objectifs nationaux et les objectifs au niveau local. Et ensuite, des moyens de contrôle pour les appliquer. Et je suis pas d'accord sur l'aspect pénal, parce que je trouve que le droit pénal de l'environnement, qui aujourd'hui est vraiment le parent pauvre, le droit administratif, il y a une culture, on s'est formé, même les juges administratifs, les critiques que je faisais sur les magistrats est beaucoup moins forte sur les juridictions administratives, où on a des magistrats de qualité. Mais en matière pénale, c'est dramatique, il n'y a rien. Et pourtant, aujourd'hui, au niveau international, les atteintes à l'environnement sont la principale source de financement des activités terroristes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Interpol, c'était le rapport d'Interpol la semaine dernière. Première source de 38% des financements des organisations criminelles dans le monde proviennent des atteintes à l'environnement. Et tout ça, ça nécessite d'avoir une coopération internationale très forte dans ce domaine, y compris sur le plan judiciaire, qui aujourd'hui en France est totalement inexistante. Je vous remercie pour avoir répondu à ces questions. On passe maintenant à la deuxième partie de cette émission avec Florence Roussel, la rédactrice en chef d'Actu Environnement. Bonjour Florence. Bonjour Marie-Jo. Tu as donc suivi ce débat avec attention et j'imagine que tu as des questions pour nos deux invités. Oui, en effet, j'aimerais qu'on ouvre le débat par rapport à la compatibilité de ce principe de non-régression du droit de l'environnement avec la réglementation européenne. Comment se place la France ? Est-ce que c'est le seul pays européen à avoir un principe de ce type ou est-ce qu'on est dans la course avec d'autres pays ? Et voilà, comment ça s'articule avec le droit européen ? Est-ce qu'on ne va pas trop loin, du coup, par rapport au droit européen ? Monsieur Mabille. Alors, est-ce que c'est cohérent avec le droit européen ? Oui, parce que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit bien que l'objectif des politiques publiques européennes est d'améliorer la qualité et la protection de l'environnement. Donc c'est écrit dans le traité quand même cet objectif de progression constante. Voilà. Au niveau du principe en lui-même de non-régression, la France est leader, puisque c'est un principe, c'est le premier pays qui l'a adopté dans sa loi. C'est un principe qui existe, qui a été adopté au niveau régional au Mexique, je crois. Le Code de l'environnement des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie l'a reconnu déjà depuis quelques années, mais ça reste assez marginal. Mais finalement, la France est leader sur l'application sur la consécration de ce principe, voilà, mais qui est tout à fait compatible avec le droit européen. C'est quelque chose qui est ancien dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est sous forme d'objectif dans le droit de l'Union européenne, mais là on en fait vraiment un principe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait pour ce qu'on appelle des principes directeurs du droit de l'environnement, comme le principe de précaution, etc. Ce sont des principes procéduraux qui vont permettre effectivement d'améliorer les procédures de décision concrètement. L'objectif permet de vérifier si le contenu de la norme est ou non conforme à un objectif, alors qu'au contraire, sur le principe, c'est la procédure d'élaboration de la norme qui va être modifiée. Donc c'est intéressant d'en faire un principe, et c'est totalement conforme avec le droit de l'Union européenne, même si objectivement, c'est vraiment le professeur Michel Prieur qui a permis de faire connaître, de promouvoir ce principe de non-régression. Alors, il y a quand même un petit paradoxe qui semble un peu émerger. Le gouvernement a écrit un nouveau projet de loi, encore un, ils sont nombreux, oui. Et son intitulé, c'est quand même de supprimer la surtransposition du droit français par rapport au niveau des voisins européens. Là, on comprend bien qu'il y a quand même... on s'interroge quand même sur la régression. Est-ce que ce genre de projet de loi ne pourrait pas faire l'objet de contentieux assez importants ? La surtransposition d'une directive européenne, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce qu'une directive européenne, c'est toujours un cap, et qu'au contraire, le droit de l'Union européenne encourage les États à dépasser ces objectifs. Donc surtransposer une directive en droit ne veut rien dire, puisqu'on ne peut jamais surtransposer une directive. À l'inverse, il est exact que lorsqu'on crée de nouvelles normes, parfois, on tire prétexte du droit de l'Union européenne pour faire des choses un petit peu compliquées.
typiquement dans ce projet de loi qui porte très mal son nom, qui est un titre totalement démago, mais à l'intérieur, il y a des choses intéressantes. Par exemple, la sortie du statut de déchet. Qu'on soit pour ou contre, c'est vrai qu'on a une procédure par État et qu'il serait bon d'avoir une procédure européenne, premier point, et que la procédure française, parce que l'État français se disait qu'il faut bien créer cette procédure, mais en même temps, on n'a pas envie que trop de produits sortent du statut de déchet, ils ont créé une procédure compliquée. Donc on peut effectivement décomplexifier la procédure de statut de déchet. Donc là, on serait plutôt dans la simplification. C'est de la simplification, mais ce n'est pas un problème de surtransposition. Ce sont deux choses différentes. Mais la surtransposition, effectivement, il y a un petit côté un peu anti-européen. C'est là le paradoxe, d'ailleurs, parce qu'on a un président de la République qui se prévaut beaucoup de l'Europe, tant mieux. Et là, on a une loi qui laisse penser que c'est à cause des affreux technocrates de Bruxelles que notre droit de l'environnement est compliqué. Ce qui n'est pas du tout le cas. Bien souvent, le droit de l'Union européenne, d'ailleurs, est plus simple que le nôtre. Juste un mot là, sur le projet de loi sur la surtransposition, où là on a une régression flagrante, c'est en matière de chasse. On introduit la possibilité de déroger à la chasse sur les oiseaux migrateurs en dehors des dates officielles de chasse en justifiant des dommages causés aux cultures, qui seraient des dommages causés y compris dans d'autres pays de l'Union européenne, et notamment en Norvège, par exemple pour les oies cendrées. Là on est dans la régression. Et on est dans une façon de penser qui est celle du siècle dernier. En 1902, la première convention internationale de droit de l'environnement, c'est la convention sur la protection des oiseaux utiles à l'agriculture, dans lequel les aigles, etc., faisaient partie qui étaient classés comme espèces nuisibles, parce qu'ils n'étaient pas causés de dommages aux cultures. Aujourd'hui, on raisonne exactement pareil, alors qu'on devrait, face aux différents rapports sur l'effondrement de la biodiversité, la perte de 30% des populations d'oiseaux, etc., on devrait être beaucoup plus strict et amélioré. Donc là, on est clairement dans une régression qui est condamnable. Merci à vous trois pour avoir répondu à ces questions. Sébastien Mabille, Arnaud Gosselin, avocat spécialiste en droit de l'environnement, et Florence Roussel, rédactrice en chef d'Actu Environnement. Merci aux internautes de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.